Chapitre 21. La discussion provoquée par la demande de Mr. Collins était maintenant close. Elizabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant au soupirant malheureux, ses sentiments ne s'exprimaient point par de l'embarras ou de la tristesse, mais par une attitude raide et un silence plein de ressentiment. C'est à peine si elle s'adressait à Elizabeth. Et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde, et en particulier pour Elizabeth. Le lendemain, la santé et l'humeur de Mrs. Bennet ne présentaient aucune amélioration, et Mr. Collins, de son côté, continuait à personnifier l'orgueil blessé. Elizabeth s'était flattée de l'espoir que son mécontentement le déciderait à abréger son séjour, mais ses plans n'en paraissaient nullement affectés. Il s'était toujours proposé de rester jusqu'au samedi, et n'entendait pas s'en aller un jour plus tôt. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si Mr. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même, et il les accompagna jusque chez leur tante où son regret d'avoir manqué le bal de Netherfield et la déception que tout le monde en avait éprouvée furent l'objet de longs commentaires. À Elizabeth, pourtant, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence avait été volontaire. À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec Mr. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société pendant plusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même. Elizabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent les jeunes filles jusqu'à Longbourn et, pendant le trajet, il s'entretint surtout avec Elizabeth. Touchée d'un empressement aussi flatteur, elle profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, un pli à portée de Netherfield fut remis à Jane qui l'ouvrit aussitôt. L'enveloppe contenait une feuille d'un charmant papier satiné couverte d'une écriture féminine élégante et déliée. Elizabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant, et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Jane, d'ailleurs, reprit vite son sang-froid et se joignit à la conversation générale avec son entrain habituel. Mais, dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Elizabeth de la suivre dans leur chambre. À peine y était-elle qu'elle dit en lui tendant la lettre « C'est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres, sans idée de retour. Écoutez plutôt. » Elle lut la première phrase qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leurs frères et de dîner ce même soir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison. La lettre continuait ainsi. Nous ne regretterons pas grand-chose du Hertfordshire, à part votre société, cher ami. Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations et qu'en attendant, nous adoucirons l'amertume de l'éloignement par une correspondance fréquente et pleine d'abandon. Cette grande tendresse laissa Elizabeth très froide. Bien que la soudaineté de ce départ la surprit, elle n'y voyait rien qui valût la peine de s'en affliger. Le fait que ces dames n'étaient plus à Netherfield n'empêcherait vraisemblablement point Mr. Bingley de revenir et sa présence, Elizabeth en était persuadée, aurait vite consolé Jane de l'absence de ses sœurs. « C'est dommage, » dit-elle après un court silence, « que vous n'ayez pu les revoir avant leur départ. Cependant, il nous est peut-être permis d'espérer que l'occasion de vous retrouver se présentera plus tôt que Miss Bingley ne le prévoit.
Qui sait si ces rapports d'amitié qu'elle a trouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes encore. Mr. Bingley ne se laissera pas retenir longtemps à Londres. Caroline déclare nettement qu'aucun d'eux ne reviendra à Netherfield de tout l'hiver. Voici ce qu'elle dit. Quand mon frère nous a quittés hier, il pensait pouvoir conclure en 3 ou 4 jours l'affaire qu'il appelait à Londres. Mais c'est certainement impossible. Et comme nous sommes convaincus, d'autre part, que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre afin de lui épargner le désagrément de la vie à l'hôtel. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais hélas, je n'ose y compter. Je souhaite sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses et que vos nombreux succès vous consolent du départ des 3 admirateurs que nous allons vous enlever. Ceci montre bien, conclut Jane, que Mr. Bingley ne reviendra pas de cet hiver. Ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Mr. Bingley est maître de ses actes. C'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne veux rien cacher. Et je vais vous lire le passage qui me peine le plus. Mr. Darcy est impatient de retrouver sa sœur et, à vous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgina Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation. Et la sympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nos sentiments à cet égard, mais je ne veux pas vous quitter sans vous en parler. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Les 2 familles s'accordent pour désirer cette union et je ne crois pas être aveuglée par l'affection fraternelle en disant que Charles a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Avec tant de circonstances favorables, ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter la réalisation d'un événement qui ferait tant d'heureux. Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lydie? Dit Jane en achevant sa lecture. Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur, qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard et que, si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes? Peut-on voir autre chose dans ce que je viens de vous lire? Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente. Et la voici en 2 mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère vous aime alors qu'elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres, et elle essaye de vous persuader qu'il ne pense pas à vous. Jane secoua la tête. Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ont vu avec Mr. Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour vous. Miss Bingley pas plus que les autres, car elle n'est point sotte. Si elle pouvait croire que Mr. Darcy éprouve seulement la moitié de cette affection pour elle-même, elle aurait déjà commandé sa robe de noces. Mais le fait est que nous ne sommes ni assez riches, ni assez nobles pour eux. Et Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les 2 familles en facilitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné et pourrait après tout réussir si Miss de Bourgh n'était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane, si Miss Bingley vous raconte que son frère est plein d'admiration pour Miss Darcy, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il soit moins sensible à vos charmes que quand il vous a quitté mardi dernier, ni qu'elle puisse lui persuader à son gré que ce n'est pas de vous, mais de son ami qu'il était pris. Tout ce que vous me dites là pourrait me tranquilliser, si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley, répliqua Jane. Mais je suis certaine que vous la jugez injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même. C'est parfait. Du moment que vous ne voulez pas de mon explication, vous ne pouviez en trouver une meilleure. Croyez donc que Miss Bingley se trompe.
et que cette supposition charitable vous redonne la tranquillité. Mais, ma chère Élisabeth, même en mettant tout au mieux, pourrais-je être vraiment heureuse en épousant un homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marier à une autre? Cela, c'est votre affaire. Et si, à la réflexion, vous trouvez que la douleur de désobliger les deux sœurs est plus grande que la joie d'épouser le frère, je vous conseille vivement de ne plus penser à lui. Pouvez-vous parler ainsi? Dit Jane avec un faible sourire. Vous savez bien que, malgré la peine que me causerait leur désapprobation, je n'hésiterai pas. Mais il est probable que je n'aurai pas à choisir si Mr. Bingley ne revient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se produire en 6 mois. Les deux sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère sans rien ajouter qui pût l'inquiéter sur les intentions de Mr. Bingley. Cette communication incomplète ne laissa pas toutefois de contrarier vivement Mrs. Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité. Ne survenait-il pas juste au moment où les deux familles commençaient à se lier intimement? Après s'être répandue quelque temps en doléances, l'idée que Mr. Bingley reviendrait sans doute bientôt et dînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort. En l'invitant, elle avait parlé d'un repas de famille. Mais elle décida que le menu n'en comporterait pas moins 2 services complets. Fin du chapitre 21. Chapitre 22. Les Bennet dînaient ce jour-là chez les Lucas et, de nouveau, Miss Lucas eut la patience de servir d'auditrice à Mr. Collins pendant la plus grande partie de la soirée. Élisabeth lui en rendit grâce. « Vous le mettez ainsi de bonne humeur, » dit-elle. « Je ne sais comment vous en remercier. » Charlotte répondit que le sacrifice de son temps était largement compensé par la satisfaction d'obliger son amie. C'était fort aimable. Mais la bonté de Charlotte visait beaucoup plus loin que ne le soupçonnait Élisabeth, car son but était de la délivrer d'une admiration importune en prenant tout simplement sa place dans le cœur de Mr. Collins. Quand on se sépara, à la fin de la soirée, l'affaire était en si bon train que Charlotte se serait crue assurée du succès si Mr. Collins n'avait pas été à la veille de quitter le Hertfordshire. Mais elle n'avait pas bien mesuré l'ardeur des sentiments de Mr. Collins et l'indépendance de son caractère. Car, le lendemain matin, il s'échappait de Longbourn, en dissimulant son dessein avec une habileté incomparable, et accourait à Lucas Lodge pour se jeter à ses pieds. Il désirait surtout éviter d'éveiller l'attention de ses cousines, persuadé qu'elle ne manquerait pas de soupçonner ses intentions car il ne voulait pas qu'on apprît sa tentative avant qu'il pût en annoncer l'heureux résultat. Bien que se sentant assez tranquille, car Charlotte avait été passablement encourageante, il se tenait quand même sur ses gardes depuis son aventure du mercredi précédent. L'accueil qu'il reçut cependant fut des plus flatteurs. D'une fenêtre du premier étage, Miss Lucas l'aperçut qui se dirigeait vers la maison et elle se hâta de sortir pour le rencontrer accidentellement dans le jardin. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer que tant d'amour et d'éloquence l'attendaient au bout de l'allée. En aussi peu de temps que le permirent les longs discours de Mr. Collins, tout était réglé entre les deux jeunes gens à leur mutuelle satisfaction et, comme ils entraient dans la maison, Mr. Collins suppliait déjà Charlotte de fixer le jour qui mettrait le comble à sa félicité. Si une telle demande ne pouvait être exaucée sur-le-champ, l'objet de sa flamme ne manifestait du moins aucune inclination à différer son bonheur. L'inintelligence dont la nature avait gratifié Mr. Collins n'était pas pour faire souhaiter des fiançailles prolongées avec un tel soupirant. Mais Miss Lucas, qu'il avait accepté dans le seul désir de s'établir honorablement, se souciait assez peu que la date du mariage fût plus ou moins proche. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas demandé aussitôt fut accordé avec un empressement joyeux. La situation de Mr. Collins faisait de lui un parti avantageux pour leur fille,
dont la dot était modeste tandis que les espérances de fortune du jeune homme étaient fort belles. Avec un intérêt qu'elle n'avait encore jamais éprouvé, Lady Lucas se mit tout de suite à calculer combien d'années Mr. Bennet pouvait bien avoir encore à vivre. Et Sir William déclara que lorsque son gendre serait en possession du domaine de Longbourn, il ferait bien de se faire présenter à la cour avec sa femme. Bref, toute la famille était ravie. Les plus jeunes filles voyaient dans ce mariage l'occasion de faire un peu plus tôt leur entrée dans le monde, et les garçons se sentaient délivrés de la crainte de voir Charlotte mourir vieille fille. Charlotte elle-même était assez calme. Parvenue à ses fins, elle examinait maintenant le fruit de sa victoire, et ses réflexions étaient, somme toute, satisfaisantes. Mr. Collins n'avait évidemment ni intelligence ni charme. Sa conversation était ennuyeuse, et dans l'ardeur de ses sentiments, il entrait sans doute moins d'amour que d'imagination, mais, tel qu'il était, c'était un mari. Or, sans se faire une très haute idée des hommes, Charlotte Lucas avait toujours eu la vocation et le désir de se marier. Elle voyait dans le mariage la seule situation convenable pour une femme d'éducation distinguée et de fortune modeste. Car, s'il ne donnait pas nécessairement le bonheur, il mettait du moins à l'abri des difficultés matérielles. Arrivée à l'âge de 27 ans, et n'ayant jamais été jolie, elle appréciait à sa valeur la chance qui s'offrait à elle. Ce qui la gênait le plus, c'était la surprise qu'elle allait causer à Elizabeth Bennet, dont l'amitié lui était particulièrement chère. Elizabeth s'étonnerait sûrement, la blâmerait peut-être, et, si sa résolution ne devait pas en être ébranlée, elle pourrait du moins se sentir blessée par la désapprobation de sa meilleure amie. Elle résolut de lui faire part elle-même de l'événement, et quand Mr. Collins, à l'heure du dîner, se mit en devoir de retourner à Longbourn, elle le pria de ne faire aucune allusion à leur fiançailles devant la famille Bennet. La promesse d'être discret fut naturellement donnée avec beaucoup de soumission, mais elle ne fut pas tenue sans difficulté. La curiosité éveillée par la longue absence de Mr. Collins se manifestant à son retour par des questions tellement directes qu'il lui fallut beaucoup d'ingéniosité pour les éluder toutes, ainsi que beaucoup d'abnégation pour dissimuler un triomphe qu'il brûlait de publier. Comme il devait partir le lendemain matin de très bonne heure, la cérémonie des adieux eut lieu le soir, au moment où les dames allaient se retirer. Mrs. Bennet, toute politesse et cordialité, dit combien il serait très heureux de le revoir lorsque les circonstances le permettraient. « Chère madame, répondit-il, cette invitation m'est d'autant plus agréable que je la souhaitais vivement et vous pouvez être sûre que j'en profiterai aussitôt qu'il me sera possible. » Un étonnement général accueillit ces paroles, et Mr. Bennet, à qui la perspective d'un retour aussi rapide ne souriait nullement, se hâta de dire « Mais êtes-vous bien sûr, mon cher monsieur, d'obtenir l'approbation de Lady Catherine? Mieux vaudrait négliger un peu votre famille que courir le risque de mécontenter votre protectrice. » « Cher monsieur, répliqua Mr. Collins, laissez-moi vous remercier de ce conseil amical. Soyez certain que je ne prendrai pas une décision aussi importante sans l'assentiment de sa grâce. » « Certes, vous ne pouvez lui marquer trop de déférence. Risquez tout plutôt que son mécontentement et, si jamais votre visite ici devait le provoquer, demeurez en paix chez vous et soyez persuadé que nous n'en serons nullement froissés. Mon cher monsieur, tant d'attention excite ma gratitude et vous pouvez compter recevoir bientôt une lettre de remerciement pour toutes les marques de sympathie dont vous m'avez comblé pendant mon séjour ici. Quant à mes aimables cousines, bien que mon absence doive être sans doute de courte durée, je prends maintenant la liberté de leur souhaiter santé et bonheur, sans faire d'exception pour ma cousine Élisabeth. » Après quelques paroles aimables, Mrs. Bennet et ses filles se retirèrent,
surprise de voir qu'il méditait un aussi prompt retour à Longbourn. Mrs. Bennet aurait aimé en déduire qu'il songeait à l'une de ses plus jeunes filles, et Mary se serait laissée persuader de l'accepter. Plus que ses sœurs, elle appréciait ses qualités et goûtait ses réflexions judicieuses. Encouragée par un exemple comme le sien à développer sa culture, elle estimait qu'il pourrait faire un très agréable compagnon. Le lendemain matin vit s'évanouir cet espoir. Miss Lucas, arrivée peu après le breakfast, prit Élisabeth à part et lui raconta ce qui s'était passé la veille. Que Mr. Collins se crut épris de son amie, l'idée en était déjà venue à Élisabeth au cours des 2 journées précédentes. Mais que Charlotte eût pu l'encourager, la chose lui paraissait inconcevable. Elle fut tellement abasourdie qu'oubliant toute politesse, elle s'écria: « Fiancée à Mr. Collins? Ma chère Charlotte, c'est impossible. » Le calme avec lequel Charlotte avait pu parler jusque-là fit place à une confusion momentanée devant un blâme aussi peu déguisé. Mais elle reprit bientôt son sang-froid et répliqua paisiblement: « Pourquoi cette surprise, ma chère Élisa? Trouvez-vous si incroyable que Mr. Collins puisse obtenir la faveur d'une femme parce qu'il n'a pas eu la chance de gagner la vôtre? » Mais Élisabeth s'était déjà reprise et, avec un peu d'effort, put assurer son amie que la perspective de leur prochaine parenté lui était très agréable et qu'elle lui souhaitait toutes les prospérités imaginables. « Je devine votre sentiment, » répondit Charlotte. « Mr. Collins ayant manifesté si récemment le désir de vous épouser, il est naturel que vous éprouviez un étonnement très vif. Cependant, quand vous aurez eu le temps d'y réfléchir, je crois que vous m'approuverez. Vous savez que je ne suis pas romanesque. Je ne l'ai jamais été. Un foyer confortable est tout ce que je désire. Or, en considérant l'honorabilité de Mr. Collins, ses relations, sa situation sociale, je suis convaincue d'avoir en l'épousant des chances de bonheur que tout le monde ne trouve pas dans le mariage. » « Sans aucun doute, » répondit Élisabeth. Et après une pause un peu gênée, toutes deux rejoignirent le reste de la famille. Charlotte ne resta pas longtemps et, après son départ, Élisabeth se mit à réfléchir sur ce qu'elle venait d'apprendre. Que Mr. Collins pût faire 2 demandes en mariage en 3 jours était à ses yeux moins étrange que de le voir agréé par son amie. Élisabeth avait toujours senti que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes, mais elle n'imaginait point que, le moment venu, elle serait capable de sacrifier les sentiments les plus respectables à une situation mondaine et à des avantages matériels. Charlotte mariée à Mr. Collins. Quelle image humiliante! Au regret de voir son amie se diminuer ainsi dans son estime, s'ajoutait la conviction pénible qu'il lui serait impossible de trouver le bonheur dans le lot qu'elle s'était choisi. Fin du chapitre 22. Chapitre 23. Élisabeth, qui travaillait en compagnie de sa mère et de ses sœurs, se demandait si elle était autorisée à leur communiquer ce qu'elle venait d'apprendre, lorsque Sir William Lucas lui-même fit son entrée, envoyé par sa fille pour annoncer officiellement ses fiançailles à toute la famille. Avec force compliments, et en se félicitant pour son compte personnel de la perspective d'une alliance entre les 2 maisons, il leur fit part de la nouvelle qui provoqua autant d'incrédulité que de surprise. Mrs. Bennet, avec une insistance discourtoise, protesta qu'il devait faire erreur, tandis que Lydia, toujours étourdie, s'exclamait bruyamment: « Grand Dieu! Sir William, que nous contez-vous là? Ne savez-vous donc pas que Mr. Collins veut épouser Lydie? » Il fallait toute la politesse d'un homme de cour pour supporter un pareil assaut. Sir William, néanmoins, tout en priant ces dames de croire à sa véracité, sut écouter leurs peu discrètes protestations de la meilleure grâce du monde. Élisabeth, sentant qu'elle devait lui venir en aide dans une aussi fâcheuse situation,
intervint pour dire qu'elle connaissait déjà la nouvelle par Charlotte et s'efforça de mettre un terme aux exclamations de sa mère et de ses sœurs en offrant à Sir William de cordiales félicitations, auxquelles se joignirent celles de Jane. Puis elle s'étendit en diverses considérations sur le bonheur futur de Charlotte, l'honorabilité de Mr. Collins et la courte distance qui séparait Hunsford de Londres. Mrs. Bennet était tellement stupéfaite qu'elle ne trouva plus rien à dire jusqu'au départ de Sir William. Mais, dès qu'il se fut retiré, elle donna libre cours au flot tumultueux de ses sentiments. Elle commença par s'obstiner dans son incrédulité, puis elle affirma que Mr. Collins s'était laissé entortiller par Charlotte. Elle déclara ensuite que ce ménage ne serait pas heureux et, pour finir, annonça la rupture prochaine des fiançailles. Deux choses, cependant, se dégageaient clairement de ces discours. Élisabeth était la cause de tout le mal et elle, Mrs. Bennet, avait été indignement traitée. Elle médita tout le jour ces 2 points. Rien ne pouvait la consoler, et la journée ne suffit pas à calmer son ressentiment. De toute la semaine, elle ne put voir Élisabeth sans lui renouveler ses reproches. Il lui fallut plus d'1 mois pour reprendre vis-à-vis de Sir William et de Lady Lucas une attitude suffisamment correcte, et il s'écoula beaucoup plus de temps encore avant qu'elle parvint à pardonner à leur fille. Mr. Bennet accueillit la nouvelle avec plus de sérénité. Il lui plaisait, dit-il, de constater que Charlotte Lucas, qu'il avait toujours considérée comme une fille raisonnable, n'avait pas plus de bon sens que sa femme et en avait certainement moins que sa fille. Entre Élisabeth et Charlotte, une gêne subsistait qui les empêchait toutes deux d'aborder ce chapitre. Élisabeth sentait qu'il ne pouvait plus y avoir entre elles la même confiance. Désappointée par Charlotte, elle se tourna avec plus d'affection vers sa sœur sur la droiture et la délicatesse de laquelle elle savait pouvoir toujours compter. Mais elle devenait chaque jour plus anxieuse au sujet de son bonheur, car Bingley était parti depuis plus d'1 semaine, et il n'était pas question de son retour. Jane avait répondu tout de suite à Caroline et comptait dans combien de jours elle pouvait raisonnablement espérer une nouvelle lettre. Les remerciements annoncés par Mr. Collins arrivèrent le mardi. Adressée à Mr. Bennet, sa lettre exprimait avec emphase sa gratitude aussi profonde que s'il eût fait un séjour de toute une année dans la famille Bennet. Ce devoir accompli, Mr. Collins annonçait en termes dithyrambiques le bonheur qu'il avait eu de conquérir le cœur de leur aimable voisine, et révélait que c'était avec le dessein de se rapprocher d'elle qu'il avait accepté si volontiers leur aimable invitation. Il pensait donc faire sa réapparition à Longbourn 15 jours plus tard. Lady Catherine, ajoutait-il, approuvait si complètement son mariage qu'elle désirait le voir célébré le plus tôt possible. Il comptait sur cet argument péremptoire pour décider l'aimable Charlotte à fixer rapidement le jour qui ferait de lui le plus heureux des hommes. Le retour de Mr. Collins ne pouvait plus causer aucun plaisir à Mrs. Bennet. Au contraire, tout autant que son mari, elle le trouvait le plus fâcheux du monde. N'était-il pas étrange que Mr. Collins vînt à Longbourn au lieu de descendre chez les Lucas? C'était fort gênant et tout à fait ennuyeux. Elle n'avait pas besoin de voir des hôtes chez elle avec sa santé fragile et encore moins des fiancés qui, de tous, sont les gens les plus désagréables à recevoir. Ainsi murmurait Mrs. Bennet, et ses plaintes ne cessaient que pour faire place à l'expression plus amère du chagrin que lui causait l'absence prolongée de Mr. Bingley. Cette absence inquiétait aussi Jane et Élisabeth. Les jours s'écoulaient sans apporter de nouvelles, sinon celles qui commençaient à circuler à Meryton qu'on ne le reverrait plus de tout l'hiver à Netherfield. Élisabeth elle-même commençait à craindre que Mr. Bingley ne se fût laissé retenir à Londres par ses sœurs. Malgré sa répugnance à admettre une supposition qui ruinait le bonheur de sa sœur et donnait une idée si médiocre de la constance de Bingley,
Elle ne pouvait s'empêcher de penser que les efforts réunis de deux sœurs insensibles et d'un ami autoritaire, joints au charme de Miss Darcy et au plaisir de Londres, pourraient bien avoir raison de son attachement pour Jane. Quant à cette dernière, l'incertitude lui était, cela va de soi, encore plus pénible qu'à Élisabeth. Mais quels que fussent ses sentiments, elle évitait de les laisser voir et c'était un sujet que les deux sœurs n'abordaient jamais ensemble. Mr. Collins revint ponctuellement 15 jours plus tard, comme il l'avait annoncé. Et s'il ne fut pas reçu à Longbourn aussi chaudement que la première fois, il était trop heureux pour s'en apercevoir. Du reste, ses devoirs de fiancé le retenaient presque toute la journée chez les Lucas, et il ne rentrait souvent que pour s'excuser de sa longue absence à l'heure où ses autres gagnaient leur chambre. Mrs. Bennet était vraiment à plaindre. La moindre allusion au mariage de Mr. Collins la mettait hors d'elle et, partout où elle allait, elle était sûre d'en entendre parler. La vue de Miss Lucas lui était devenue odieuse. Elle ne pouvait, sans horreur, penser qu'elle lui succéderait à Longbourn et le cœur plein d'amertume, elle fatiguait son mari de ses doléances. « Oui, Mr. Bennet, il est trop dur de penser que Charlotte Lucas sera un jour maîtresse de cette maison et qu'il me faudra m'en aller pour lui céder la place. » « Cher ami, écartez ces pensées funèbres. Flattons-nous plutôt de l'espoir que je vous survivrai. » Mais cette consolation semblait un peu mince à Mrs. Bennet qui, sans y répondre, continuait. « Je ne puis supporter l'idée que tout ce domaine lui appartiendra. S'il n'y avait pas cette entaille, comme cela me serait égal. » « Qu'est-ce qui vous semblerait égal ? » ?»« Tout le reste. » « Rendons grâce au ciel, alors, de vous avoir préservé d'une telle insensibilité. » « Jamais, Mr. Bennet, je ne rendrai grâce pour ce qui touche à ce maudit entaille. Qu'on puisse prendre des dispositions pareilles pour frustrer ces filles de leurs biens, c'est une chose que je ne pourrai jamais comprendre. Et tout cela pour les beaux yeux de Mr. Collins encore. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Je vous laisse le soin de résoudre le problème, dit Mr. Bennet. Fin du chapitre 23. Chapitre 24. La lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de Mr. Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir, et quand Jane eut le courage d'achever sa lettre, à part les protestations d'amitié de Caroline, elle n'y trouva rien qui pût la réconforter. Les louanges de Miss Darcy en occupaient la plus grande partie. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Elle racontait avec satisfaction que son frère fréquentait beaucoup chez Mr. Darcy et décrivait avec transport les plans de celui-ci pour le renouvellement de son mobilier. Élisabeth, à qui Jane communiqua le principal de sa lettre, écouta, silencieuse et pleine d'indignation, le cœur partagé entre la pitié qu'elle éprouvait pour sa sœur et le ressentiment que lui inspiraient les Bingley. Elle n'attachait aucune valeur à ce que disait Caroline sur l'admiration de son frère pour Miss Darcy. De la tendresse de celui-ci pour Jane, elle n'avait jamais douté, et n'en doutait pas encore. Mais elle ne pouvait sans colère, à peine sans mépris, songer à ce manque de décision qui faisait de lui actuellement le jouet des intrigues des siens, et l'amenait à sacrifier son bonheur à leur préférence. Et s'il ne s'agissait que de son bonheur, libre à lui d'en disposer, mais celui de Jane aussi était en jeu, et il ne pouvait l'ignorer. Un jour ou deux se passèrent avant que Jane eût le courage d'aborder ce sujet avec Élisabeth. Mais
Une après-midi où sa mère avait plus encore que d'habitude épanché son irritation contre le maître de Netherfield, elle ne put s'empêcher de dire: «Comme je souhaiterais que notre mère eût un peu plus d'empire sur elle-même. Elle ne se doute pas de la peine qu'elle me cause avec ses allusions continuelles à Mr. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout cela passera et nous nous retrouverons comme auparavant.» Élisabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec une tendresse incrédule. «Vous ne me croyez pas», s'écria Jane en rougissant. «Vous avez tort. Il restera dans ma mémoire comme l'homme le plus aimable que j'ai connu. Mais c'est tout. Je n'ai rien à lui reprocher. Dieu soit loué de m'avoir, du moins, évité ce chagrin. Aussi, dans un peu de temps, je serai certainement capable de me ressaisir.» Elle ajouta bientôt d'une voix plus ferme: «J'ai pour l'instant cette consolation. Tout ceci n'a été qu'une erreur de mon imagination. Il n'a pu faire de mal qu'à moi-même. Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse», s'exclama Élisabeth. «Votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il me semble que je ne vous ai jamais rendu justice ni montré toute la tendresse que vous méritiez.» Jane repoussa ses éloges avec force et se mit en retour à louer la chaude affection de sa sœur. «Non», dit Élisabeth, «ce n'est pas juste. Vous voulez ne voir partout que du bien. Vous êtes contrariée si je porte un jugement sévère et, quand je vous déclare parfaite, vous protestez. Oh, ne craignez pas que j'exagère ou que j'empiète sur votre privilège de juger favorablement tout l'univers. Plus je vais, et moins le monde me satisfait. Chaque jour me montre davantage l'instabilité des caractères et le peu de confiance qu'on peut mettre dans les apparences de l'intelligence et du mérite. Je viens d'en avoir 2 exemples. De l'un, je ne parlerai pas. L'autre, c'est le mariage de Charlotte. N'est-il pas inconcevable à tous les points de vue? Ma chère Lydie, ne vous laissez pas aller à des sentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez compte des différences de situation et de caractère. Considérez seulement l'honorabilité de Mr. Collins et l'esprit sensé et prudent de Charlotte. Souvenez-vous qu'elle appartient à une nombreuse famille, que ce mariage, sous le rapport de la fortune, est très avantageux et, par égard pour tous deux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut vraiment éprouver quelque chose comme de l'estime et de l'affection pour notre cousin. Je croirais n'importe quoi pour vous faire plaisir. Mais je me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si je pouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, il me faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je juge son cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que Mr. Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule. Et vous sentez forcément comme moi que la femme qui consent à l'épouser manque de jugement. Vous ne pouvez donc la défendre, même si elle s'appelle Charlotte Lucas. Je trouve seulement que vous exprimez votre pensée en termes trop sévères. Et vous en serez convaincu, je l'espère, en les voyant heureux ensemble. Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de 2 exemples et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, ma chère Lizzie. N'ajoutez pas à ma peine en jugeant une certaine personne digne de blâme et en déclarant qu'elle a perdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victime d'une offense volontaire. Nous ne devons pas attendre d'un jeune homme gai et plein d'entrain tant de prudence et de circonspection. Bien souvent, c'est votre propre vanité qui vous égare. Et les femmes croient trouver dans l'admiration qu'elles excitent beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et les hommes font bien ce qu'ils peuvent pour le leur faire croire. S'ils le font sciemment, ils sont impardonnables. Mais je ne puis voir partout d'aussi noirs calculs. Je suis loin de charger Mr. Bingley d'une telle accusation. Mais sans avoir de mauvaises intentions, on peut mal agir et être une cause de chagrin. Il suffit pour cela d'être insouciant,
de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres, ou de manquer de volonté. Laquelle de ces trois choses reprochez-vous à Mr. Bingley? La dernière. Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ont essayé de l'influencer. Oui, et son amie également. C'est une chose que je ne puis croire. Elles ne peuvent souhaiter que son bonheur et, si elles m'aiment, aucune autre femme ne pourra le rendre heureux. Elles peuvent souhaiter bien d'autres choses que son bonheur. Elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesse et de considération. Elles peuvent souhaiter lui voir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de la fortune et de hautes relations. Sans aucun doute, elles souhaitent lui voir épouser Miss Darcy. Mais cela peut venir d'un meilleur sentiment que vous ne pensez. La connaissant depuis plus longtemps que moi, il est naturel qu'elle me la préfère. Cependant, si elle croyait qu'il m'aime, elle ne chercherait pas à nous séparer et s'il m'aimait, elle ne pourrait y réussir. Pour croire qu'il m'aime, il faut supposer que tout le monde agit mal et cette idée me rend malheureuse. Au contraire, je n'éprouve nulle honte à reconnaître que je me suis trompée. Laissez-moi donc voir l'affaire sous ce jour qui me paraît être le véritable. Élisabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœur et entre elles, à partir de ce jour, le nom de Mr. Bingley ne fut plus que rarement prononcé. La société de Mr. Wickham fut précieuse pour dissiper le voile de tristesse que ces malencontreux événements avaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent, et à ses autres qualités s'ajoutait maintenant un abandon qui le rendait encore plus aimable. Tout ce qu'Élisabeth avait appris de ses démêlés avec Mr. Darcy était devenu public. On en parlait un peu partout, et l'on se plaisait à remarquer que Mr. Darcy avait paru antipathique à tout le monde avant même que personne fût au courant de cette affaire. Jane était la seule à supposer qu'il pouvait exister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sa candeur charitable, elle plaidait toujours les circonstances atténuantes et alléguait la possibilité d'une erreur. Mais tous les autres s'accordaient pour condamner Mr. Darcy et le déclarer le plus méprisable des hommes. Fin du chapitre 24. Chapitre 25. Après une semaine passée à exprimer son amour et à faire des rêves de bonheur, l'arrivée du samedi arracha Mr. Collins à son aimable Charlotte. Le chagrin de la séparation, toutefois, allait être allégé de son côté par les préparatifs qu'il avait à faire pour la réception de la jeune épouse, car il avait tout lieu d'espérer que le jour du mariage serait fixé à son prochain retour en Hertfordshire. Il prit congé des habitants de Longbourn avec autant de solennité que la première fois, renouvela ses vœux de santé et de bonheur à ses belles cousines, et promit à leur père une autre lettre de remerciement. Le lundi suivant, Mrs. Bennet eut le plaisir de recevoir son frère et sa belle-sœur qui venaient, comme à l'ordinaire, passer le Noël à Longbourn. Mr. Gardiner était un homme intelligent et de bonnes manières, infiniment supérieur à sa sœur tant par les qualités naturelles que par l'éducation. Les dames de Netherfield auraient eu peine à croire qu'un homme qui était dans le commerce pouvait être aussi agréable et aussi distingué. Mrs. Gardiner, plus jeune que Mrs. Bennet, était une femme aimable, élégante et fine que ses nièces de Longbourn aimaient beaucoup. Les deux aînées surtout lui étaient unies par une vive affection, et elles faisaient de fréquents séjours à Londres chez leur tante. Le premier soin de Mrs. Gardiner fut de distribuer les cadeaux qu'elle avait apportés et de décrire les dernières modes de Londres. Ceci fait, son rôle devint moins actif et ce fut alors son tour d'écouter. Mrs. Bennet avait beaucoup de griefs à raconter, beaucoup de plaintes à exhaler depuis leur dernière rencontre. Sa famille avait eu bien de la malchance.
2 de ses filles avaient été sur le point de se marier et finalement, les 2 projets avaient échoué. Je ne blâme pas Jane, ajoutait-elle. Ce n'est pas sa faute si l'affaire a manqué. Mais Lizzie, oh ma sœur, il est tout de même dur de penser qu'elle pourrait à l'heure qu'il est s'appeler Mrs. Collins. Eût été son déplorable entêtement. Il l'a demandée en mariage dans cette pièce même. Elle l'a refusé. Le résultat, c'est que Lady Lucas aura une fille mariée avant moi et que la propriété de Longbourn sortira de la famille. Les Lucas sont des gens fort habiles, ma sœur, et disposés à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Je regrette de le dire, mais c'est la pure vérité. Quant à moi, cela me rend malade d'être contrecarré de la sorte par les miens et d'avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmes avant de penser aux autres. Mais votre arrivée est un véritable réconfort, et je suis charmée de ce que vous me dites au sujet des manches longues. Mrs. Gardiner, qui avait déjà été mise au courant des faits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth, répondit brièvement à sa belle-sœur et, par amitié pour ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit le sujet un peu plus tard, quand elle se trouva seule avec Elizabeth. Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane, dit-elle. Et je suis bien fâchée que la chose en soit restée là. Mais il n'est pas rare de voir un jeune homme tel que vous me dépeignez, Mr. Bingley, s'éprendre soudain d'une jolie fille et, si le hasard vient à les séparer, l'oublier aussi vite. Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth. Mais dans notre cas, le hasard n'est point responsable. Et il est assez rare qu'un jeune homme de fortune indépendante se laisse persuader par les siens d'oublier une jeune fille dont il était violemment épris quelques jours auparavant. Cette expression de violemment épris est à la fois si vague et si rebattue qu'elle ne me représente pas grand-chose. On l'emploie aussi bien pour un sentiment passager et d'une simple rencontre que pour un attachement réel et profond. S'il vous plaît, comment se manifestait ce violent amour de Mr. Bingley? Je n'ai jamais vu une inclination aussi pleine de promesses. Il ne voyait que Jane et ne faisait plus attention à personne. Au bal qu'il a donné chez lui, il a froissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter à danser. Et moi-même, ce jour-là, je lui ai adressé 2 fois la parole sans qu'il eût l'air de m'entendre. Est-il symptôme plus significatif? Le fait d'être impoli envers tout le monde n'est-il pas chez un homme la marque même de l'amour? Oui, de cette sorte d'amour qu'éprouvait sans doute Mr. Bingley. Pauvre Jane, j'en suis fâchée pour elle. Avec sa nature, il lui faudra longtemps pour se remettre. Si vous aviez été à sa place, Lydie, votre gaieté vous aurait aidé à réagir plus vite. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à revenir à Londres avec nous? Un changement lui ferait du bien, et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire. Elizabeth applaudit à cette proposition, sûre que Jane l'accepterait volontiers. J'espère, ajouta Mrs. Gardiner, qu'aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l'arrêtera. Nous habitons un quartier tout différent. Nous n'avons pas les mêmes relations et nous sortons peu, comme vous le savez. Il est donc fort peu probable qu'ils se rencontrent, à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir. Ah, cela, c'est impossible, car il est maintenant sous la garde de son ami et Mr. Darcy ne lui permettra certainement pas d'aller rendre visite à Jane dans un tel quartier. Ma chère tante, y pensez-vous? Mr. Darcy a peut-être entendu parler d'une certaine rue qu'on appelle Gracechurch Street, mais un mois d'ablution lui semblerait à peine suffisant pour s'en purifier si jamais il y mettait les pieds, soyez-en sûrs.
Mr. Bingley ne sort jamais sans lui. Tant mieux. J'espère qu'ils ne se rencontreront pas du tout. Mais Jane n'est-elle pas en correspondance avec la sœur? Elle ne pourra pas résister au désir d'aller la voir. Elle laissera, je pense, tomber cette relation. Tout en faisant cette déclaration avec la même assurance qu'elle avait prédit que Mr. Bingley n'aurait pas la permission d'aller voir Jane, Elizabeth ressentait au fond d'elle-même une anxiété qui, à la réflexion, lui prouva qu'elle ne jugeait pas l'affaire absolument désespérée. Après tout, il était possible, elle allait même jusqu'à se dire probable, que l'amour de Mr. Bingley se réveillât et que l'influence des siens se trouva moins forte que le pouvoir plus naturel des attraits qui l'avaient charmé. Jane accepta l'invitation de sa tante avec plaisir et, si elle pensa au Bingley, ce fut simplement pour se dire que Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait, sans risquer de le rencontrer, passer quelquefois une matinée avec elle. Les Gardiner restèrent une semaine à Longbourn, et entre les Phillips, les Lucas et les officiers de la milice, il n'y eut pas une journée sans invitation. Mrs. Bennet avait si bien pourvu à la distraction de son frère et de sa belle-sœur qu'ils ne dînèrent pas une seule fois en famille. Si l'on passait la soirée à la maison, il ne manquait jamais d'y avoir comme convives quelques officiers et parmi eux Mr. Wickham. Dans ces occasions, Mrs. Gardiner, mise en éveil par la sympathie avec laquelle Elizabeth lui avait parlé de ce dernier, les observait tous deux avec attention. Sans les croire très sérieusement épris l'un de l'autre, le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu, et elle résolut de représenter avant son départ à Elizabeth l'imprudence qu'il y aurait à encourager un tel sentiment. Indépendamment de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Mrs. Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire, dans le Derbyshire. Ils avaient donc beaucoup de connaissances communes et, bien qu'il eût quitté le pays depuis 5 ans, il pouvait lui donner de ses relations d'autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu'elle possédait elle-même. Mrs. Gardiner avait vu Pemberley jadis, et avait beaucoup entendu parler du père de Mr. Darcy. C'était là un inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir à comparer ses souvenirs de Pemberley avec la description minutieuse qu'en faisait Wickham et à dire son estime pour l'ancien propriétaire. Son interlocuteur ne se montrait pas moins charmé qu'elle par cette évocation du passé. Lorsqu'il lui raconta la façon dont l'avait traité le fils, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci au temps où il n'était encore qu'un jeune garçon et, en fouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu dire que le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable. Fin du chapitre 25. Chapitre 26. Mrs. Gardiner saisit la première occasion favorable pour donner doucement à Elizabeth l'avertissement qu'elle jugeait nécessaire. Après lui avoir dit franchement ce qu'elle pensait, elle ajouta « Vous êtes, Lizzie, une fille trop raisonnable pour vous attacher à quelqu'un simplement parce que l'on cherche à vous en détourner. C'est pourquoi je ne crains pas de vous parler avec cette franchise. Très sérieusement, je voudrais que vous vous teniez sur vos gardes. Ne vous laissez pas prendre, et ne laissez pas Mr. Wickham se prendre aux douceurs d'une affection que le manque absolu de fortune de part et d'autre rendrait singulièrement imprudente. Je n'ai rien à dire contre lui. C'est un garçon fort sympathique. Et s'il possédait la position qu'il mérite, je crois que vous ne pourriez mieux choisir, mais
La situation étant ce qu'elle est, il vaut mieux ne pas laisser votre imagination s'égarer. Vous avez beaucoup de bon sens et nous comptons que vous saurez en user. Votre père a toute confiance dans votre jugement et votre fermeté de caractère. N'allez pas lui causer une déception. Ma chère tante, voilà des paroles bien sérieuses. Oui, et j'espère vous décider à être sérieuse vous aussi. Eh bien, assurez-vous, je vous promets d'être sur mes gardes et Mr. Wickham ne s'éprendra pas de moi si je puis l'en empêcher. Elisabeth, vous n'êtes pas sérieuse en ce moment. Je vous demande pardon. Je vais faire tous mes efforts pour le devenir. Pour l'instant, je ne suis pas amoureuse de Mr. Wickham. Non, très sincèrement, je ne le suis pas. Mais c'est sans comparaison l'homme le plus agréable que j'ai jamais rencontré et, s'il s'attachait à moi... Non, décidément, il vaut mieux que cela n'arrive pas. Je vois quel en serait le danger. Cet horrible Mr. Darcy. L'estime de mon père me fait grand honneur et je serais très malheureuse de la perdre. Mon père, cependant, a un faible pour Mr. Wickham. En résumé, ma chère tante, je serais désolée de vous faire de la peine, mais puisque nous voyons tous les jours que les jeunes gens qui s'aiment se laissent rarement arrêter par le manque de fortune, comment pourrais-je m'engager à me montrer plus forte que tant d'autres en cas de tentation? Comment, même, pourrais-je être sûre qu'il est plus sage de résister? Aussi, tout ce que je puis vous promettre, c'est de ne rien précipiter, de ne pas me hâter de croire que je suis l'unique objet des pensées de Mr. Wickham. En un mot, je ferai de mon mieux. Peut-être serait-il bon de ne pas l'encourager à venir aussi souvent. Tout au moins pourriez-vous ne pas suggérer à votre mère de l'inviter. Comme je l'ai fait l'autre jour, dit Elisabeth qui sourit à l'allusion. C'est vrai, il serait sage de m'en abstenir. Mais ne croyez pas que ces visites soient habituellement aussi fréquentes. C'est en votre honneur qu'on l'a invité si souvent cette semaine. Vous connaissez les idées de ma mère sur la nécessité d'avoir continuellement du monde pour distraire ses visiteurs. En toute sincérité, j'essaierai de faire ce qui me semblera le plus raisonnable. Et maintenant, j'espère que vous voilà satisfaite. Sur la réponse affirmative de sa tante, Elisabeth la remercia de son affectueux intérêt et ainsi se termina l'entretien. Exemple bien rare d'un avis donné en pareille matière sans blesser le personnage qui le reçoit. Mr. Collins revint en Hertfordshire après le départ des Gardiner et de Jane. Mais, comme il descendit cette fois chez les Lucas, son retour ne gêna pas beaucoup Mrs. Bennet. Le jour du mariage approchant, elle s'était enfin résignée à considérer l'événement comme inévitable, et allait jusqu'à dire d'un ton désagréable qu'elle souhaitait qu'ils fussent heureux. Le mariage devant avoir lieu le jeudi, Miss Lucas vint le mercredi à Longbourn pour faire sa visite d'adieu. Lorsqu'elle se leva pour prendre congé, Elisabeth, confuse de la mauvaise grâce de sa mère et de ses souhaits dépourvus de cordialité, sortit de la pièce en même temps que Charlotte pour la reconduire. Comme elles descendaient ensemble, celle-ci lui dit « Je compte recevoir souvent de vos nouvelles, Elisabeth. Je vous le promets. Et j'ai une autre faveur à vous demander, celle de venir me voir. Nous nous rencontrerons souvent ici, je l'espère. Il est peu probable que je quitte le Kent d'ici quelque temps. Promettez-moi donc de venir à Hunsford. » Elisabeth ne pouvait refuser, bien que la perspective de cette visite la séduisît peu au premier abord. Mon père et Maria doivent venir me faire visite en mars. Vous consentirez, je l'espère, à les accompagner, et vous serez accueillis aussi chaudement qu'eux-mêmes. Le mariage eut lieu. Les mariés partirent pour le Kent au sortir de l'église et,
Dans le public, on échangea les propos habituels en de telles circonstances. Les premières lettres de Charlotte furent accueillies avec empressement. On se demandait naturellement avec curiosité comment elle parlerait de sa nouvelle demeure, de Lady Catherine, et surtout de son bonheur. Les lettres lues, Élisabeth vit que Charlotte s'exprimait sur chaque point exactement comme elle l'avait prévu. Elle écrivait avec beaucoup de gaieté, semblait jouir d'une existence pleine de confort et louait tout ce dont elle parlait. La maison, le mobilier, les voisins, les routes ne laissaient rien à désirer et Lady Catherine se montrait extrêmement aimable et obligeante. Dans tout cela, on reconnaissait les descriptions de Mr. Collins sous une forme plus tempérée. Élisabeth comprit qu'il lui faudrait attendre d'aller à Hunsford pour connaître le reste. Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncer qu'elle avait fait bon voyage. Et Élisabeth espérait que sa seconde lettre parlerait un peu des Bingley. Cet espoir eut le sort de tous les espoirs en général. Au bout d'une semaine passée à Londres, Jane n'avait vu ni Caroline, ni rien reçu d'elle. Ce silence, elle l'expliquait en supposant que sa dernière lettre écrite de Longbourn s'était perdue. « Ma tante, continuait-elle, va demain dans leur quartier, et j'en profiterai pour passer à Grosvenor Street. » La visite faite, elle écrivit de nouveau. Elle avait vu Miss Bingley. « Je n'ai pas trouvé à Caroline beaucoup d'entrain, disait-elle. Mais elle a paru très contente de me voir et m'a reproché de ne pas lui avoir annoncé mon arrivée à Londres. Je ne m'étais donc pas trompée. Elle n'avait pas reçu ma dernière lettre. J'ai naturellement demandé des nouvelles de son frère. Il va bien, mais est tellement accaparé par Mr. Darcy que ses sœurs le voient à peine. J'ai appris au cours de la conversation qu'elles attendaient Miss Darcy à dîner. J'aurais bien aimé la voir. Ma visite n'a pas été longue parce que Caroline et Mrs. Hurst allaient sortir. Je suis sûre qu'elles ne tarderont pas à me la rendre. » Élisabeth hocha la tête en lisant cette lettre. Il était évident qu'un hasard seul pouvait révéler à Mr. Bingley la présence de sa sœur à Londres. Un mois s'écoula sans que Jane entendît parler de lui. Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissait indifférente, mais il lui était difficile de se faire encore illusion sur les sentiments de Miss Bingley. Après l'avoir attendue de jour en jour pendant une quinzaine, en lui trouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfin apparaître. Mais la brièveté de sa visite, et surtout le changement de ses manières, lui ouvrirent cette fois les yeux. Voici ce qu'elle écrivit à ce propos à sa sœur. « Vous êtes trop bonne, ma chère Lizzie, j'en suis sûre, pour vous glorifier d'avoir été plus perspicace que moi quand je vous confesserai que je m'étais complètement abusée sur les sentiments de Miss Bingley à mon égard. Mais, ma chère sœur, bien que les faits vous donnent raison, ne m'accusez pas d'obstination si j'affirme qu'étant donné ces démonstrations passées, ma confiance était aussi naturelle que vos soupçons. Je ne comprends pas du tout pourquoi Caroline a désiré se lier avec moi. Et si les mêmes circonstances se représentaient, il serait possible que je m'y laisse prendre de nouveau. C'est hier seulement qu'elle m'a rendu ma visite, et jusque-là elle ne m'avait pas donné le moindre signe de vie. Il était visible qu'elle faisait cette démarche sans plaisir. Elle s'est vaguement excusée de n'être pas venue plus tôt, n'a pas dit une parole qui témoignât du désir de me revoir, et m'a paru en tout point tellement changée que lorsqu'elle est partie, j'étais parfaitement résolue à laisser tomber nos relations. Je ne puis m'empêcher de la blâmer et de la plaindre à la fois. Elle a eu tort de me témoigner tant d'amitié, car je puis certifier que toutes les avances sont venues d'elle. Mais je la plains cependant,
parce qu'elle doit sentir qu'elle a mal agi et que sa sollicitude pour son frère en est la cause. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Je suis étonnée seulement que ses craintes subsistent encore à l'heure qu'il est, car si son frère avait pour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu'il aurait tâché de me revoir. Il sait certainement que je suis à Londres. Une phrase de Caroline me l'a laissé entendre. Je n'y comprends rien. J'aurais presque envie de dire qu'il y a dans tout cela quelque chose de louche, si je ne craignais de faire un jugement téméraire. Mais je vais essayer de chasser ces pensées pénibles pour me souvenir seulement de ce qui peut me rendre heureuse. Votre affection, par exemple, et l'inépuisable bonté de mon oncle et de ma tante. Écrivez-moi bientôt. Miss Bingley m'a fait comprendre que son frère ne retournerait pas à Netherfield et résilierait son bail, mais sans rien dire de précis. N'en parlons pas, cela vaut mieux. Je suis très heureuse que vous ayez de bonnes nouvelles de vos amis de Hunsford. Il faut que vous alliez les voir avec Sir William et Maria. Vous ferez là-bas, j'en suis sûre, un agréable séjour. À vous affectueusement. Cette lettre causa quelque peine à Élisabeth, mais elle se réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cessé d'être dupe de Miss Bingley. Du frère, il n'y avait plus rien à espérer. Un retour à ses premiers sentiments ne semblait même plus souhaitable à Élisabeth, tant il avait baissé dans son estime. Son châtiment serait d'épouser bientôt Miss Darcy qui, sans doute, si Wickham avait dit la vérité, lui ferait regretter amèrement ce qu'il avait dédaigné. À peu près vers cette époque, Mrs. Gardiner rappela à sa nièce ce qu'elle lui avait promis au sujet de Wickham et réclama d'être tenue au courant. La réponse que fit Élisabeth était de nature à satisfaire sa tante plutôt qu'elle-même. La prédilection que semblait lui témoigner Wickham avait disparu. Son empressement avait cessé. Ses soins avaient changé d'objet. Élisabeth s'en rendait compte, mais pouvait constater ce changement sans en éprouver un vrai chagrin. Son cœur n'avait été que légèrement touché, et la conviction que seule la question de fortune l'avait empêché d'être choisie suffisait à satisfaire son amour-propre. Un héritage inattendu de 10 000 livres était le principal attrait de la jeune fille à qui, maintenant, s'adressaient ses hommages. Mais Élisabeth, moins clairvoyante ici semblait-il que dans le cas de Charlotte, n'en voulait point à Wickham de la prudence de ses calculs. Au contraire, elle ne trouvait rien de plus naturel et, tout en supposant qu'il avait dû lui en coûter un peu de renoncer à son premier rêve, elle était prête à approuver la sagesse de sa conduite et souhaitait sincèrement qu'il fût heureux. Élisabeth disait en terminant sa lettre à Mrs. Gardiner : « Je suis convaincue maintenant, ma chère tante, que mes sentiments pour lui n'ont jamais été bien profonds. Autrement son nom seul me ferait horreur et je lui souhaiterais toutes sortes de maux. Or, non seulement je me sens pour lui pleine de bienveillance, mais encore je n'en veux pas le moins du monde à Miss King et ne demande qu'à lui reconnaître beaucoup de qualités. Tout ceci ne peut vraiment pas être de l'amour. Ma vigilance a produit son effet. Certes, je serais plus intéressante si j'étais folle de chagrin, mais je préfère, somme toute, la médiocrité de mes sentiments. Kitty et Lydia prennent plus à cœur que moi la défection de Mr. Wickham. Elles sont jeunes, et l'expérience ne leur a pas encore appris que les jeunes gens les plus aimables ont besoin d'argent pour vivre, tout aussi bien que les autres. Fin du chapitre 26. Chapitre 27. Sans autre événement plus notable que des promenades à Meryton, tantôt par la boue et tantôt par la gelée, janvier et février s'écoulèrent. Mars devait amener le départ d'Élisabeth pour Hunsford. Tout d'abord, elle n'avait pas songé sérieusement à s'y rendre. Mais bientôt,
S'étant rendue compte que Charlotte comptait véritablement sur sa visite, elle en vint à envisager elle-même ce voyage avec un certain plaisir. L'absence avait excité chez elle le désir de revoir son amie et atténué en même temps son antipathie pour Mr. Collins. Ce séjour mettrait un peu de variété dans son existence et, comme avec sa mère et ses sœurs d'humeur si différentes, la maison n'était pas toujours un paradis. Un peu de changement serait après tout le bienvenu. Elle aurait de plus l'occasion de voir Jane au passage. Bref, à mesure que le jour du départ approchait, elle eût été bien fâchée que le voyage fût remis. Tout s'arrangea le mieux du monde, et selon les premiers plans de Charlotte. Elizabeth devait partir avec Sir William et sa seconde fille. Son plaisir fut complet lorsqu'elle apprit qu'on s'arrêterait une nuit à Londres. Les adieux qu'elle échangea avec Mr. Wickham furent pleins de cordialité, du côté de Mr. Wickham tout particulièrement. Ses projets actuels ne pouvaient lui faire oublier qu'Elizabeth avait été la première à attirer son attention, la première à écouter ses confidences avec sympathie, la première à mériter son admiration. Aussi, dans la façon dont il lui souhaita un heureux séjour, en lui rappelant quel genre de personne elle allait trouver en Lady Catherine de Bourgh, et en exprimant l'espoir que là comme ailleurs, leurs opinions s'accorderaient toujours. Il y avait un intérêt, une sollicitude à laquelle Elizabeth fut extrêmement sensible. Et en le quittant, elle garda la conviction que marié ou célibataire, il resterait toujours à ses yeux le modèle de l'homme aimable. La distance jusqu'à Londres n'était que de 24 miles et partie dès le matin. Les voyageurs purent être chez les Gardiner à Gracechurch Street vers midi. Jane, qui les guettait à une fenêtre du salon, s'élança pour les accueillir dans le vestibule. Le premier regard d'Elizabeth fut pour scruter anxieusement le visage de sa sœur, et elle fut heureuse de constater qu'elle avait bonne mine et qu'elle était aussi fraîche et jolie qu'à l'ordinaire. Sur l'escalier se pressait toute une bande de petits garçons et de petites filles impatientes de voir leur cousine. L'atmosphère était joyeuse et accueillante, et la journée se passa très agréablement, l'après-midi dans les magasins et la soirée au théâtre. Elizabeth s'arrangea pour se placer à côté de sa tante. Elles commencèrent naturellement par s'entretenir de Jane, et Elizabeth apprit avec plus de peine que de surprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer, avait encore des moments d'abattement. Mrs. Gardiner donna aussi quelques détails sur la visite de Miss Bingley et rapporta plusieurs conversations qu'elle avait eues avec Jane, qui prouvaient que la jeune fille avait renoncé à cette relation d'une façon définitive. Mrs. Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur l'infidélité de Wickham et la félicita de prendre les choses d'une âme si tranquille. Mais comment est donc cette Miss King ? Il me serait pénible de penser que notre amie est l'âme vénale. Pourriez-vous me dire, ma chère tante, quelle est la différence entre la vénalité et la prudence ? Où finit l'une et où commence l'autre ? À Noël, vous aviez peur qu'il ne m'épousât. Vous regardiez ce mariage comme une imprudence, et maintenant qu'il cherche à épouser une jeune fille pourvue d'une modeste dot de 10 000 livres, vous voilà prête à le taxer de vénalité. Dites-moi seulement comment est Miss King. Je saurai ensuite ce que je dois penser. C'est, je crois, une très bonne fille. Je n'ai jamais entendu rien dire contre elle. Mais Mr. Wickham ne s'était jamais occupé d'elle jusqu'au jour où elle a hérité cette fortune de son grand-père. Non. Pourquoi l'aurait-il fait ? S'il ne lui était point permis de penser à moi parce que je n'avais pas d'argent, comment aurait-il pu être tenté de faire la cour à une jeune fille qui n'en avait pas davantage et qui, par surcroît, lui était indifférente ?
et il semble peu délicat de s'empresser auprès d'elle sitôt après son changement de fortune. Un homme pressé par le besoin d'argent n'a pas le temps de s'arrêter à des convenances que d'autres ont le loisir d'observer. Si Miss King n'y trouve rien à redire, pourquoi serions-nous choqués? L'indulgence de Miss King ne le justifie point. Cela prouve seulement que quelque chose lui manque aussi, bon sens ou délicatesse. Eh bien, s'écria Élisabeth, qu'il en soit comme vous le voulez, et admettons une fois pour toutes qu'elle est sotte, et qu'il est, lui, un coureur de dot. Non, Lydie, ce n'est pas du tout ce que je veux. Il m'est pénible de porter ce jugement sévère sur un jeune homme originaire du Derbyshire. Oh, quant à cela, j'ai une assez pauvre opinion des jeunes gens du Derbyshire, et leurs intimes amis du Hertfordshire ne valent pas beaucoup mieux. Je suis excédée des uns et des autres. Dieu merci. Je vais voir demain un homme totalement dépourvu de sens, d'intelligence et d'éducation. Et je finis par croire que ces gens-là seuls sont agréables à fréquenter. Prenez garde, Lizzie. Voilà un discours qui sent fort le désappointement. Avant la fin de la représentation, Élisabeth eut le plaisir très inattendu de se voir invitée par son oncle et sa tante à les accompagner dans le voyage d'agrément qu'ils projetaient pour l'été suivant. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons. Peut-être dans la région des lacs. Nul projet ne pouvait être plus attrayant pour Élisabeth et l'invitation fut acceptée avec empressement et reconnaissance. « Oh, ma chère tante !» s'écria-t-elle ravie. « Vous me transportez de joie. Quelles heures exquises nous passerons ensemble. Adieu, tristesse et déception. Nous oublierons les hommes en contemplant les montagnes. » Fin du chapitre 27. Chapitre 28. Dans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et intéressant à Élisabeth. Rassurée sur la santé de Jane par sa belle mine et ravie par la perspective de son voyage dans le Nord, elle se sentait pleine d'entrain et de gaieté. Quand on quitta la grande route pour prendre le chemin de Hunsford, tous cherchèrent des yeux le presbytère, s'attendant à le voir surgir à chaque tournant. Leur route longeait d'un côté la grille de Rosings Park. Élisabeth sourit en se souvenant de tout ce qu'elle avait entendu au sujet de sa propriétaire. Enfin, le presbytère apparut. Le jardin descendant jusqu'à la route, les palissades vertes, la haie de lauriers, tout annonçait qu'on était au terme du voyage. Mr. Collins et Charlotte se montrèrent à la porte, et la voiture s'arrêta devant la barrière, séparée de la maison par une courte avenue de lauriers. Mrs. Collins reçut son amie avec une joie si vive qu'Élisabeth, devant cet accueil affectueux, se félicita encore davantage d'être venue. Elle vit tout de suite que le mariage n'avait pas changé son cousin, et que sa politesse était toujours aussi cérémonieuse. Il la retint plusieurs minutes à la porte pour s'informer de toute sa famille, puis après avoir, en passant, fait remarquer le bel aspect de l'entrée, il introduisit ses hôtes sans plus de délai dans la maison. Au salon, il leur souhaita une seconde fois la bienvenue dans son modeste presbytère et répéta ponctuellement les offres de rafraîchissement que sa femme faisait aux voyageurs. Élisabeth s'attendait à le voir briller de tout son éclat et, pendant qu'il faisait admirer les belles proportions du salon, l'idée lui vint qu'il s'adressait particulièrement à elle, comme s'il souhaitait de lui faire sentir tout ce qu'elle avait perdu en refusant de l'épouser. Il lui eût été difficile pourtant d'éprouver le moindre regret. Et elle s'étonnait plutôt que son ami, vivant avec un tel compagnon, pût avoir l'air aussi joyeux.
Toutes les fois que Mr. Collins proférait quelques sottises, et la chose n'était pas rare, les yeux d'Élisabeth se tournaient involontairement vers sa femme. Une ou deux fois, elle crut surprendre sur son visage une faible rougeur. Mais la plupart du temps, Charlotte, très sagement, avait l'air de ne pas entendre. Après avoir tenu ses visiteurs assez longtemps pour leur faire admirer en détail le mobilier, depuis le bahut jusqu'au garde-feu, et entendre le récit de leur voyage, Mr. Collins les emmena faire le tour du jardin qui était vaste, bien dessiné, et qu'il cultivait lui-même. Travailler dans son jardin était un de ses plus grands plaisirs. Élisabeth admira le sérieux avec lequel Charlotte vantait la salubrité de cet exercice et reconnaissait qu'elle encourageait son mari à s'y livrer le plus possible. Mr. Collins les conduisit dans toutes les allées et leur montra tous les points de vue avec une minutie qui en faisait oublier le pittoresque. Mais de toutes les vues que son jardin, la contrée et même le royaume pouvaient offrir, aucune n'était comparable à celle du manoir de Rosings, qu'une trouée dans les arbres du parc permettait d'apercevoir presque en face du presbytère. C'était un bel édifice de construction moderne, fort bien situé sur une éminence. Après le jardin, Mr. Collins voulut leur faire le tour de ces deux prairies, mais les dames, qui n'étaient point chaussées pour affronter les restes d'une gelée blanche, se récusèrent et tandis qu'il continuait sa promenade avec Sir William, Charlotte ramena sa sœur et son amie à la maison, heureuse sans doute de pouvoir la leur faire visiter sans l'aide de son mari. Petite, mais bien construite, elle était commodément agencée et tout y était organisé avec un ordre et une intelligence dont Élisabeth attribua tout l'honneur à Charlotte. Cette demeure, évidemment, était fort plaisante à condition d'en oublier le maître, et en voyant à quel point Charlotte se montrait satisfaite, Élisabeth conclut qu'elle l'oubliait souvent. On avait tout de suite prévenu les arrivants que Lady Catherine était encore à la campagne. On reparla d'elle au dîner, et Mr. Collins observa: « Oui, Miss Élisabeth, vous aurez l'honneur de voir Lady Catherine de Bourgh dimanche prochain, et certainement elle vous charmera. C'est l'aménité et la bienveillance en personne. Et je ne doute pas qu'elle n'ait la bonté de vous adresser la parole à l'issue de l'office. Je ne crois pas m'avancer en vous annonçant qu'elle vous comprendra ainsi que ma sœur Maria dans les invitations qu'elle nous fera pendant votre séjour ici. Sa manière d'être à l'égard de ma chère Charlotte est des plus aimables. Nous dînons à Rosings 2 fois par semaine, et jamais sa grâce ne nous laisse revenir à pied. Sa voiture est toujours prête pour nous ramener. Je devrais dire une de ces voitures car sa grâce en a plusieurs. Lady Catherine est une femme intelligente et respectable, appuya Charlotte. Et c'est pour nous une voisine remplie d'attention. Très juste, ma chère amie. Je le disais à l'instant. C'est une personne pour laquelle on ne peut avoir trop de déférence. La soirée se passa tout entière à parler du Hertfordshire. Une fois retirée dans la solitude de sa chambre, Élisabeth put méditer à loisir sur le bonheur dont semblait jouir son amie. À voir avec quel calme Charlotte supportait son mari, avec quelle adresse elle le gouvernait, Élisabeth fut obligée de reconnaître qu'elle s'en tirait à merveille. Dans l'après-midi du jour suivant, pendant qu'elle s'habillait pour une promenade, un bruit soudain parut mettre toute la maison en rumeur. Elle entendit quelqu'un monter précipitamment l'escalier en l'appelant à grands cris. Elle ouvrit la porte et vit sur le palier Maria hors d'haleine. « Élisabeth, venez vite voir quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas vous dire ce que c'est. Dépêchez-vous et descendez tout de suite à la salle à manger. » Sans pouvoir obtenir un mot de plus de Maria,
Elle descendit rapidement avec elle dans la salle à manger, qui donnait sur la route, et de là, vit 2 dames dans un petit phaéton arrêté à la barrière du jardin. « C'est tout cela ?» s'exclama Élisabeth. « Je pensais pour le moins que toute la basse-cour avait envahi le jardin, et vous n'avez à me montrer que Lady Catherine et sa fille. »« Oh, ma chère, » dit Maria scandalisée de sa méprise. « Ce n'est pas Lady Catherine, c'est Miss Jenkins, la dame de compagnie, et Miss de Bourgh. Regardez-la, quelle petite personne! Qui aurait pu la croire si mince et si chétive? Quelle impolitesse de retenir Charlotte dehors par un vent pareil! Pourquoi n'entre-t-elle pas? Charlotte dit que cela ne lui arrive presque jamais. C'est une véritable faveur quand Miss de Bourgh consent à entrer. »« Son extérieur me plaît, » murmura Élisabeth dont la pensée était ailleurs. « Elle a l'air maussade et maladive. Elle lui conviendra très bien. C'est juste la femme qu'il lui faut. » Mr. Collins et Charlotte étaient tous les deux à la porte, en conversation avec ces dames. Sir William, debout sur le perron, ouvrait de grands yeux en contemplant ce noble spectacle, et, au grand amusement d'Élisabeth, saluait chaque fois que Miss de Bourgh regardait de son côté. Enfin, ces dames repartirent, et tout le monde rentra dans la maison. Mr. Collins, en apercevant les jeunes filles, les félicita de leur bonne fortune, et Charlotte expliqua qu'ils étaient tous invités à Rosings pour le lendemain. Fin du chapitre 28. Chapitre 29. Mr. Collins exultait. « J'avoue, dit-il, que je m'attendais un peu à ce que sa grâce nous demandât d'aller dimanche prendre le thé et passer la soirée avec elle. J'en étais presque sûre, tant je connais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginer que nous recevrions une invitation à dîner, une invitation pour tous les 5, si tôt après votre arrivée? » « C'est une chose qui me surprend moins, » répliqua Sir William, « ma situation m'ayant permis de me familiariser avec les usages de la haute société. À la cour, les exemples d'une telle courtoisie ne sont pas rares. » On ne parla guère d'autre chose ce jour-là, et pendant la matinée qui suivit. Mr. Collins s'appliqua à préparer ses hôtes aux grandeurs qui les attendaient, afin qu'ils ne fussent pas trop éblouis par la vue des salons, le nombre des domestiques et la magnificence du dîner. Quand les dames montèrent pour s'apprêter, il dit à Élisabeth : « Ne vous faites pas de soucis, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclame nullement de vous l'élégance qui sied à son rang et à celui de sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce que vous avez de mieux. Faire plus serait inutile. Ce n'est pas votre simplicité qui donnera de vous une moins bonne opinion à Lady Catherine. Elle aime que les différences sociales soient respectées. » Pendant qu'on s'habillait, il vint plusieurs fois aux portes des différentes chambres pour recommander de faire diligence, car Lady Catherine n'aimait pas qu'on retardât l'heure de son dîner. Tous ces détails sur Lady Catherine et ses habitudes finissaient par effrayer Maria, et Sir William n'avait pas ressenti plus d'émotion lorsqu'il avait été présenté à la cour que sa fille n'en éprouvait à l'idée de passer le seuil du château de Rosings. Comme le temps était doux, la traversée du parc fut une agréable promenade. Chaque parc a sa beauté propre. Ce qu'Élisabeth vit de celui de Rosings l'enchanta, bien qu'elle ne pût manifester un enthousiasme égal à celui qu'attendait Mr. Collins, et qu'elle accueillit avec une légère indifférence les renseignements qu'il lui donnait sur le nombre des fenêtres du château et la somme que Sir Lewis de Bourgh avait dépensée jadis pour les faire vitrer. La timidité de Maria augmentait à chaque marche du perron, et Sir William lui-même paraissait un peu troublé.
Après avoir passé le grand hall d'entrée, dont Mr. Collins en termes lyriques fit remarquer les belles proportions et la décoration élégante, ils traversèrent une antichambre et le domestique les introduisit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine, en compagnie de sa fille et de Mrs. Jenkinson. Avec une grande condescendance, sa grâce se leva pour les accueillir. Et comme Mrs. Collins avait signifié à son mari qu'elle se chargeait des présentations, tout se passa le mieux du monde. Malgré son passage à la cour, Sir William était tellement impressionné par la splendeur qui l'entourait qu'il eut juste assez de présence d'esprit pour faire un profond salut et s'asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte de peur, s'assit sur le bord d'une chaise, ne sachant de quel côté partager ses regards. Élisabeth, au contraire, avait tout son sang-froid et put examiner avec calme les 3 personnes qu'elle avait devant elle. Lady Catherine était grande, et ses traits fortement accentués avaient dû être beaux. Son expression n'avait rien d'aimable, pas plus que sa manière d'accueillir ses visiteurs n'était de nature à leur faire oublier l'infériorité de leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain, mais elle disait tout d'une voix impérieuse qui marquait bien le sentiment qu'elle avait de son importance. Élisabeth se rappela ce que lui avait dit Wickham et, de ce moment, fut persuadée que Lady Catherine répondait exactement au portrait qu'il lui en avait fait. Miss de Bourgh n'offrait aucune ressemblance avec sa mère, et Élisabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si ce n'est à voix basse en s'adressant à Mrs. Jenkinson. Celle-ci, personne d'apparence insignifiante, était uniquement occupée à écouter Miss de Bourgh et à lui rendre de menus services. Au bout de quelques minutes, Lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. Mr. Collins s'empressa de leur détailler les beautés du paysage, tandis que Lady Catherine les informait avec bienveillance. C'était beaucoup plus joli en été. Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d'argenterie que Mr. Collins avait annoncées. Comme il l'avait également prédit, sur le désir exprimé par Lady Catherine, il prit place en face d'elle, marquant par l'expression de son visage qu'en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir. Il découpait, mangeait et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d'abord célébré par lui, puis par Sir William qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son gendre. À la grande surprise d'Élisabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter Lady Catherine qui souriait gracieusement. La conversation n'était pas très animée. Élisabeth aurait parlé volontiers si elle en avait eu l'occasion, mais elle était placée entre Charlotte et Miss de Bourgh. La première était absorbée par l'attention qu'elle prêtait à Lady Catherine, et la seconde n'ouvrait pas la bouche. Mrs. Jenkinson ne parlait que pour remarquer que Miss de Bourgh ne mangeait pas, et pour exprimer la crainte qu'elle ne fût indisposée. Maria n'aurait jamais osé dire un mot, mais les 2 messieurs ne faisaient que manger et s'extasier. De retour au salon, les dames n'eurent qu'à écouter Lady Catherine qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna 1000 conseils pour la conduite de son ménage et de sa basse-cour. Élisabeth vit qu'aucun sujet n'était au-dessus de cette grande dame, pourvu qu'elle y trouvât une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre-temps, elle posa toutes sortes de questions aux 2 jeunes filles, et plus particulièrement à Élisabeth, sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée et qui,
observa-t-elle à Mrs. Collins, paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée. Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies, où elles avaient été élevées, quel genre d'équipage avait son père et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Élisabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes, mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin, Lady Catherine observa: « Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins, n'est-ce pas ? » « J'en suis heureuse pour vous, » dit-elle en se tournant vers Charlotte. « Autrement, je n'approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n'a rien fait de pareil dans la famille de Bourg. Jouez-vous du piano et chantez-vous, Miss Bennet ? » « Un peu. » « Alors, un jour ou l'autre, nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous l'essaierez. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes ? » « L'une d'elles, oui, madame. » « Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes et leur père n'a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin ? » « Pas du tout. » « Quoi ? Aucune d'entre vous ? » ?»« Aucune. » « Comme c'est étrange. Sans doute l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres chaque printemps pour vous faire prendre des leçons. » « Je crois que ma mère l'eût fait volontiers. Mais mon père a Londres en horreur. » « Avez-vous encore votre institutrice ? » ?»« Nous n'en avons jamais eu. » »« Bonté du ciel ! 5 filles élevées à la maison sans institutrice. Je n'ai jamais entendu chose pareille. Quel esclavage pour votre mère !» Élisabeth ne put s'empêcher de sourire et affirma qu'il n'en avait rien été. « Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous surveillait ? Sans institutrice, vous deviez être bien négligée. »« Mon Dieu, madame, toutes celles d'entre nous qui avaient le désir de s'instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celle qui le préférait était libre de ne rien faire. Bien entendu. Et c'est ce que la présence d'une institutrice aurait empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prît une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j'en ai procuré. Je suis toujours heureuse quand je le puis de placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi, 4 nièces de Mrs. Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit, Mistress Collins, que Lady Metcalfe est venue me voir hier pour me remercier. Il paraît que Miss Papp est une véritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il qui sortent déjà, Miss Bennet ? » ?»« Oui, madame, toutes. »« Toutes ? Quoi ? Alors, toutes les 5 à la fois. Vous n'êtes que la seconde et les plus jeunes sortent avant que les aînées soient mariées. Quel âge ont-elles donc ? » ?»« La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir parce que les aînés n'ont pas l'occasion ou le désir de se marier de bonne heure ? » ?»« En vérité, dit Lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc ? » ?»« Votre grâce doit comprendre, répliqua Élisabeth en souriant, qu'avec 3 jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. » Cette réponse parut interloquer Lady Catherine. Élisabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. « Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans.
Vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge. Je n'ai pas encore 21 ans. Quand les messieurs revinrent et qu'on eut pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, Sir William, Mr. et Mrs. Collins s'installèrent pour une partie de quadrille. Miss de Bourgh préférait le casino. Les deux jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent donc l'honneur de jouer avec elle une partie remarquablement ennuyeuse. On n'ouvrait la bouche à leur table que pour parler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait la crainte que Miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ou qu'elle fût mal éclairée. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était Lady Catherine qui parlait surtout pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter ses souvenirs personnels. Mr. Collins approuvait tout ce que disait sa grâce, la remerciant chaque fois qu'il gagnait une fiche et s'excusant lorsqu'il avait l'impression d'en gagner trop. Sir William parlait peu. Il tâchait de meubler sa mémoire d'anecdotes et de noms aristocratiques. Lorsque Lady Catherine et sa fille en eurent assez du jeu, on laissa les cartes, et la voiture fut proposée à Mrs. Collins qui l'accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter Lady Catherine décider quel temps il ferait le lendemain. Puis, la voiture étant annoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, Sir William multiplia les saluts, et l'on se sépara. À peine la voiture s'était-elle ébranlée qu'Elizabeth fut invitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu'elle avait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elle s'appliqua à la donner aussi élogieuse que possible. Mais ses louanges, malgré la peine qu'elle prenait pour les formuler, ne pouvaient satisfaire Mr. Collins qui ne tarda pas à se charger lui-même du panégyrique de sa grâce. Fin du chapitre 29. Chapitre 30. Sir William ne demeura qu'une semaine à Hunsford. Mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée et qu'elle avait un mari et une voisine comme on en rencontre peu souvent. Tant que dura le séjour de Sir William, Mr. Collins consacra toutes ses matinées à le promener en cabriolet pour lui montrer les environs. Après son départ, chacun retourna à ses occupations habituelles et Elizabeth fut heureuse de constater que ce changement ne leur imposait pas davantage la compagnie de son cousin. Il employait la plus grande partie de ses journées à lire, à écrire ou à regarder par la fenêtre de son bureau qui donnait sur la route. La pièce où se réunissaient les dames était située à l'arrière de la maison. Elizabeth s'était souvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas se tenir dans la salle à manger, pièce plus grande et plus agréable. Mais elle devina bientôt la raison de cet arrangement. Mr. Collins aurait certainement passé moins de temps dans son bureau si l'appartement de sa femme avait présenté les mêmes agréments que le sien. Du salon, on n'apercevait pas la route. C'est donc par Mr. Collins que ces dames apprenaient combien de voitures étaient passées, et surtout s'il avait aperçu Miss de Bourgh dans son phaéton, chose dont il ne manquait jamais de venir les avertir, bien que cela arrivât presque journellement. Miss de Bourgh s'arrêtait assez souvent devant le presbytère et causait quelques minutes avec Charlotte, mais d'ordinaire sans descendre de voiture. De temps en temps, Lady Catherine elle-même venait honorer le presbytère de sa visite. Alors son regard observateur ne laissait rien échapper de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'intéressait aux occupations de chacun, examinait le travail des jeunes filles, leur conseillait de s'y prendre d'une façon différente, critiquait l'arrangement du mobilier, relevait les négligences de la domestique et ne semblait accepter la collation qui lui était offerte que pour pouvoir déclarer à Mrs. Collins que sa table était trop abondamment servie pour le nombre de ses convives. Elizabeth s'aperçut vite que,
sans faire partie de la justice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôle d'un véritable magistrat dans la paroisse, dont les moindres incidents lui étaient rapportés par Mr. Collins. Chaque fois que des villageois se montraient querelleurs, mécontents, ou disposés à se plaindre de leur pauvreté, vite elle accourait dans le pays régler les différends, faisait taire les plaintes et ses admonestations avaient bientôt rétabli l'harmonie, le contentement et la prospérité. Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environ 2 fois par semaine. À part l'absence de Sir William et le fait qu'on n'installait plus qu'une table de jeu, ces réceptions ressemblaient assez exactement à la première. Les autres invitations étaient rares, la société du voisinage en général menant un train qui n'était pas à la portée des Collins. Elizabeth ne le regrettait pas et, somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elle avait avec Charlotte de bonnes heures de causerie et, la température étant très belle pour la saison, elle prenait grand plaisir à se promener. Son but favori était un petit bois qui longeait un des côtés du parc et elle s'y rendait souvent pendant que ses cousins allaient faire visite à Rosings. Elle y avait découvert un délicieux sentier ombragé que personne ne paraissait rechercher, et où elle se sentait à l'abri des curiosités indiscrètes de Lady Catherine. Ainsi s'écoula paisiblement la première quinzaine de son séjour à Hunsford. Pâques approchait, et la semaine sainte devait ajouter un appoint important à la société de Rosings. Peu après son arrivée, Elizabeth avait entendu dire que Mr. Darcy était attendu dans quelques semaines et, bien que peu de personnes dans ses relations lui fussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins que sa présence donnerait un peu d'intérêt aux réceptions de Rosings. Sans doute aussi aurait-elle l'amusement de constater l'inanité des espérances de Miss Bingley, observant la conduite de Mr. Darcy à l'égard de sa cousine à qui Lady Catherine le destinait certainement. Elle avait annoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlé de lui en termes de la plus haute estime, et avait paru presque désappointée de découvrir que son neveu n'était pas un inconnu pour Miss Lucas et pour Elizabeth. Son arrivée fut tout de suite connue au presbytère, car Mr. Collins passa toute la matinée à se promener en vue de l'entrée du château afin d'en être le premier témoin. Après avoir fait un profond salut du côté de la voiture qui franchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grande nouvelle. Le lendemain matin, il se hâta d'aller à Rosings offrir ses hommages et trouva 2 neveux de Lady Catherine pour les recevoir. Car Darcy avait amené avec lui le colonel Fitzwilliam, son cousin. Et la surprise fut grande au presbytère quand on vit revenir Mr. Collins en compagnie des 2 jeunes gens. Du bureau de son mari, Charlotte les vit traverser la route et courut annoncer aux jeunes filles l'honneur qui leur était fait. « Élisa, c'est à vous que nous devons cet excès de courtoisie. Si j'avais été seule, jamais Mr. Darcy n'aurait été aussi pressé de venir me présenter ses hommages. » Elizabeth avait à peine eu le temps de protester lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit et, un instant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans le salon. Le colonel Fitzwilliam, qui paraissait une trentaine d'années, n'était pas un bel homme, mais il avait une grande distinction dans l'extérieur et dans les manières. Mr. Darcy était tel qu'on l'avait vu en Hertfordshire. Il présenta ses compliments à Mrs. Collins avec sa réserve habituelle et, quels que fussent ses sentiments à l'égard de son amie, s'inclina devant elle d'un air parfaitement impassible. Elizabeth, sans mot dire, répondit par une révérence. Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversation avec toute la facilité et l'aisance d'un homme du monde, mais son cousin, après une brève remarque adressée à Mrs. Collins sur l'agrément de sa maison, resta quelque temps sans parler. À la fin, il sortit de son mutisme et s'enquit auprès d'Élisabeth de la santé des siens.
Elle répondit que tout allait bien, puis, après une courte pause, ajouta: « Ma sœur aînée vient de passer 3 mois à Londres. Vous ne l'avez pas rencontrée ?» Elle était parfaitement sûre du contraire, mais voulait voir s'il laisserait deviner qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle crut surprendre un peu d'embarras dans la manière dont il répondit qu'il n'avait pas eu le plaisir de rencontrer Miss Bennet. Le sujet fut abandonné aussitôt et, au bout de quelques instants, les deux jeunes gens prirent congé. Fin du chapitre 30.